les impressions, les premières impressions comme ça à chaud, après une nuit, d'après ce que j'ai compris, qui a été un peu courte, non? Oui, je suis un peu fatigué. Beaucoup dormi. Non, on est très contents. En plus, c'est la première fois que Cornelius gagne ce prix, donc c'est une heureuse première. Pour Cornelius, ton éditeur. Mon éditeur, Oui, mon éditeur Cornelius, et en plus on s'est rendu compte qu'on fêtait les 1 an de l'album, donc ça boucle la boucle, on est très content. C'est intéressant que tu prennes le pronom indéfini, on. Non, mais c'est intéressant parce que, un, ça veut dire que tu es modeste, et deux, ça veut dire que même si c'est un travail solitaire, puisque tu as tout fait, tu as scénarisé, tu as illustré, c'est un travail avec un éditeur qu'il faut convaincre, en fait. Oui, puis c'est ce qu'on disait hier, c'est un travail de groupe dans le sens où le livre en lui-même, pas seulement l'histoire, l'objet livre a été travaillé en équipe avec l'équipe de Cornelius. Donc, je pense que ça a aussi beaucoup joué dans le succès de l'album. C'est aussi un bel objet que des gens aussi achètent pour avoir dans leur salon. C'est pas qu'une bande dessinée, c'est aussi pour les bibliophiles. Je pense qu'il y a aussi un intérêt à ce livre, enfin, j'espère en tout cas. Je te confirme. Avec Fred, on va parcourir Il était une fois Antoine Maillard. Hein. Oui, c'est ça. Tu vois, dans l'Ouest. Oui, avoir dans son salon, mais c'est bien de la lire aussi. On parle de toi, Antoine, peut-être, Fred? Oui, si d'abord. Oui, effectivement. Donc là, c'est ton premier album, ce titre, L'Entaille. Donc, tu es illustrateur principalement en ce moment. Donc, tu peux nous parler de cette partie de ton travail et de tes études qui t'y ont amené rapidement. Oui, alors du coup, moi j'ai étudié ici pendant 5 ans, à Angoulême, il y a à peu près 10 ans. J'ai fait le master BD de l'ESI, qui est sur la Charente, là où il y a des expositions en ce moment. Et ensuite, je suis allé à Strasbourg, où du coup, j'ai un peu. C'est là où l'entaille est un peu pris forme, c'était un des projets de diplôme. Et un peu par hasard, je me suis retrouvé à faire du dessin de presse pour des revues françaises et internationales. Et la production de BD, on a un peu pâti du coup, parce que c'est un peu devenu mon activité principale. Je crois que c'est aussi un peu le cas de Gotting, qui est en sélection et qui fait beaucoup d'illustrations pour la presse. Gotting, en fait, tout le monde connaît sans le connaître, puisque, si je puis me permettre, puisque il était dans la sélection avec le Nouveau Détour. Oui, cette voiture. Alors, si vous feuilletez un petit peu cet album, juste pour une toute petite parenthèse, Gotting, c'est lui qui a fait toutes les couvertures d'Harry Potter, dans un autre genre. Respectable. Les premières, voilà. Je referme le petit parenthèse. Tu as raison de le préciser, Fred. Antoine, tu disais donc que tu as pas mal bougé, hein, Angoulême ici. C'est un petit peu un retour aux sources. Hein. Oui, c'est un petit peu un retour aux sources. Donc c'est de la fierté quand même de se retrouver honoré comme ça. Oui, c'est vraiment c'est émouvant. C'est un mot un peu galvaudé, mais oui, il y a un côté un peu. On a la boucle se coupe encore une fois. T'as revu des profs un peu ou des... Non, justement, je vais passer un peu à l'école parce que j'ai pas encore le temps. Je vais aller voir, parce qu'il y a une exposition en ce moment, là, il y a le prix de l'ESI aussi pour un festival, donc c'est le prix de l'école d'Angoulême. Alors Angoulême, Strasbourg, là tu vis à Toulouse maintenant. Oui. Et puis t'es tourné vers l'international, on va en parler. Hein. Oui, c'était un petit peu pour ça, parce que ton travail d'illustrateur t'amène toujours à collaborer pour de grands journaux. Tu peux nous dire un peu qui? Pour le public, ce qui est un petit peu c'est un lien avec la bande dessinée sur le côté États-Unis, en fait. Oui, j'ai beaucoup travaillé pour les États-Unis. J'ai commencé à travailler pour le New York Times quand j'étais à Strasbourg, en fait. Et de fil en aiguille, je me suis mis à beaucoup travailler pour pas mal de publications américaines, le New Yorker et d'autres journaux qui sont un peu moins connus, mais qui sont très connus là-bas, genre aussi Atlantic, beaucoup de journaux illustrés, parce qu'il y a une vraie tradition là-bas de journaux illustrés. C'est l'histoire de rencontre, ça encore. Hein. Oui, raconte-nous, ça s'est passé à Strasbourg. À Strasbourg, j'étais arrivé à l'école en équivalence pour finir mes études, et c'était le moment où une directrice artistique du New York Times est venue faire un peu son marché. D'ailleurs, c'est un peu à cause de Simon Roussin, qui est un autre lauréat de cette année, qui est étudiant aussi à Strasbourg, qui a commencé lui à travailler pour le New York Times. Et, les directeurs artistiques du journal se sont dit il y a un vivier à Strasbourg, on va aller voir les diplômes de Strasbourg. Pépinière de talent en fait. Voilà, et du coup, nous, dans le sillage de Simon Roussin et de sa promotion, on a été repérés par la même directrice artistique et on a pu travailler aussi pour le journal. Donc c'était merci Simon. Je sais pas si il y a eu un double faux hier. Double faux. Donc voilà.
Donc tout ça te mène à l'album finalement, que tu as travaillé dessus petit à petit et... Il y a eu un moment qui était assez important dans l'album, c'est-à-dire que moi j'ai toujours travaillé sur mes souvenirs des États-Unis, mais c'est des souvenirs très fantasmés, comme tout le monde, je pense. On ne va pas tout le temps aux États-Unis chaque matin. On a un imaginaire des États-Unis qui est très formaté par la fiction. Et moi j'avais une sorte de malaise à me dire je vais faire un livre sur les États-Unis sans y avoir été. Et du coup, grâce à mon travail de presse, j'ai pu faire une résidence là-bas, j'ai été accepté dans une résidence à San Francisco. Et j'ai pu vraiment voir la Californie de mes propres yeux et faire aussi un peu la part des choses entre ce qu'on voit dans les films et ce qui et le backstage, en fait, ça. Si on est réellement le rêve de la ville, de cet état. Petit synopsis peut-être avec toi, Frédéric, Oui, j'allais demander un point de t'es quand même un feignant, hein. Antoine, le pitch, le synopsis. Je vais faire un résumé très mauvais, mais donc en gros l'histoire c'est... Si on montre juste au tout début, voilà, ça commence comme pendant ce temps-là tu commentes, Antoine. C'est deux lycéennes dans une ville un peu d'inspiration américaine, on ne sait pas trop où ça se passe, qui se font assassiner en pleine nuit. Et leur meurtre va un peu avoir un effet boule de neige et révéler un peu toutes les névroses des trois protagonistes adolescents qu'on va suivre par la suite. Ça va être un peu une sorte de révélateur en fait dans une petite communauté, un peu comme dans la série Twin Peaks ou ce genre de pitch. Et du coup, on va suivre ces adolescents qui basculent de plus en plus dans l'horreur. Voilà. Donc vous avez l'ambiance, vous avez le début, donc libre à vous de vous plonger ou pas. Alors, je vois que vous êtes nombreux déjà à être plongés. Donc effectivement, maintenant que tu viens nous décrire ce qui se passe au début de cet album, quand on voit cette couverture un peu inquiétante, le dos tout autant inquiétant, alors en couleur, là ma première question elle est justement, quand on ouvre l'album, et puis quand on voit ces images, c'est beaucoup plus soft, c'est doux, c'est du noir et blanc, il y a un fort contraste. Pourquoi tu as choisi le noir et blanc, et puis et en plus le crayon à papier, parce que tout est fait au crayon à papier, donc double question. Pourquoi le noir et blanc et pourquoi cette technique pour cet album? Alors c'est des questions qui sont liées. Moi j'ai toujours eu du mal à investir les techniques traditionnelles dans le dessin. Quand j'étais à Angoulême justement, tout le monde faisait de la plume, de l'entretien, c'est vraiment des techniques traditionnelles ou de la tablette graphique, et moi j'arrivais pas du tout à m'investir dans ce type de dessin. Et le crayon de papier, c'était l'outil avec lequel j'étais le plus à l'aise. Je pense que c'est l'outil que tout le monde découvre à l'école primaire, et moi, c'est l'outil avec lequel je me sentais le plus familier. Et en fait, c'est un outil qui permet énormément de variations. C'est un peu d'ailleurs l'outil traditionnel des beaux-arts, les dessinateurs, les peintres, c'est l'outil qu'ils utilisent pour faire leurs esquisses. Et j'avais aussi envie de retrouver, en bande dessinée, en tout cas en dessin, la plastique des films que j'aimais bien. Moi, j'aime beaucoup les films noirs, par exemple des années 50-60. Je pense à Georges Clouzot, par exemple. Oui, tout à fait, oui. J'aime beaucoup la plastique des films noir et blanc. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu dommage avec l'innovation technique, le noir et blanc est un peu passé à la trappe pour plein d'œuvres, même que le cinéma. C'est vrai que ce sont des choix délibérés des réalisateurs quand maintenant un film sort en noir et blanc, d'ailleurs, ce qui arrive extrêmement rarement. Et on parlait des Melville aussi. Je pense par exemple à Guillermo del Toro qui récemment a fait 2 versions de son film Nightmare Alley, une version couleur et une version noir et blanc, justement pour rendre hommage au film noir. Parce que le film noir, en fait, c'était vraiment une inspiration pour l'album. C'est des réalisateurs qui avaient très peu de moyens et qui, à travers le noir et blanc, ont trouvé des langages esthétiques qui non seulement cachaient leur manque de moyens et en plus créaient une nouvelle forme de narration. Là, j'avais entendu parler, par exemple, pour les tontons flingueurs, ils faisaient des gros plans parce qu'en fait, ils n'avaient pas les moyens d'avoir des beaux décors. Et voilà, il y a vraiment un langage qui s'est créé, ou même la lumière. Souvent dans les films noirs, il y a un éclairage qui est très... je pense, si vous voyez des photos du studio Hardcore, il y a plein de célébrités qui se font prendre en photo à la manière de l'époque. Comment tu fais pour être directeur de la photo aussi? Parce que c'est ça qui est super important. Non mais vraiment, en plus. En fait, tout l'album est pensé sur des jeux de lumière. En fait, c'est un vrai langage. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. En fait, il y a beaucoup de choses qui passent par l'acting des personnages et par aussi la présence de la lumière qui va donner un ton, une ambiance. Et c'est aussi très important parce que l'album n'a pas de gouttière. Il n'y a pas de séparation entre les cases sont collées entre guillemets. C'est un parti pris esthétique et du coup la lumière est très importante parce que c'est aussi elle qui va délimiter chaque scène, chaque case. En fait, tu as relevé un peu des défis aussi. Il y a un peu, on en parlait hier, de multiples challenges. Parce que qui dit non-séparation, c'est qu'il faut qu'avec une autre technique, un autre artifice, tu arrives à faire ces distinctions. C'est ce que tu commençais à nous dire. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis en fait, moi, ce que je disais aussi hier, j'aime beaucoup expérimenter en bande dessinée. Si on se surprend pas soi-même en faisant un album, en fait, on va très vite s'ennuyer ou le subir. En fait. Et moi, je voulais un peu avoir
une petite part de challenge, qui ne soit pas non plus trop dur, parce que sinon on abandonne. Et trouver quelque chose qui me motive aussi chaque matin à trouver des choses à résoudre, en fait, un peu comme résoudre des problèmes de mathématiques, d'une certaine manière. De trouver le bon cadrage pour que la scène soit lisible et que la page soit cohérente graphiquement aussi. Parce que c'est ce qu'on dit aussi hier, je pense pas du tout ma page en termes de cases, je la pense vraiment en termes d'unité graphique aussi. La page, pour moi, a déjà une sorte d'image narrative en soi, un peu comme un vitrail. Ça se voit effectivement un petit peu partout. Tu as un choix de pareil de grandes et de petites cases qui viennent rythmer ton récit. Tu disais, donc on évoque le cinéma à juste titre. C'est un hommage à deux types de films, de sous-genres ou de genres que sont le slasher à l'intérieur du genre thriller. Et puis le film d'ado, en fait, le teen movie, puisque ce sont On se souvient Souviens-toi l'été dernier, des choses comme ça. Oui, ou même Stand By Me. Moi j'ai pensé à Stand By Me de Stephen King à la base, longue nouvelle de Stephen King. Avec River Phoenix, je me souviens. Oui, avec River Phoenix. Donc tu avais en tête ces références pour parler du cinéma quand tu as décidé d'imaginer ton histoire. Oui, tout à fait, ouais, c'était vraiment des envies, c'était un peu retranscrire aussi mon imaginaire d'adolescent où justement j'étais baigné avec les fictions de Wes Craven, où il a fasciné, et puis du coup Stand By Me, toute l'esthétique des années 90 qui était très. L'esthétique un peu génération X du coup, même si c'est pas ma génération, mais. Et puis j'étais aussi très très fan de David Lynch, et j'étais assez fasciné, et j'essayais de trouver aussi un moyen en bande dessinée d'imiter des choses que lui avait trouvées au cinéma. Enfin, avec mes modestes moyens, parce que je ne suis pas du tout. Mais il y a une vraie ambiance, une vraie atmosphère, c'est aussi pour ça, je pense que je suis sûr, le jury a aimé et choisi cet album. Donc voilà. À nouveau, je revois les couleurs au dos, puis on va juste une petite dernière question sur la couleur. Tu n'as pas été tenté de le faire en couleur, puisque ça aurait été complètement différent. Non, ouais. Dès le départ, dans le rendu et puis peut-être même dans la manière de percevoir l'histoire pour nous. Il y a des gens qui étaient un peu déçus ah oui. qu'il soit pas une couleur comme la couverture. Dès le départ, ça a été pensé en noir et blanc. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le genre seinen en manga, enfin, Hirasawa, où tout est en noir et blanc, et ça pose pas de problème pour la lecture. Et la couleur n'aurait pas vraiment apporté grand-chose au récit, en fait, elle n'aurait pas servi à part à décorer, elle n'aurait pas servi. Voire même, je pense, des fois, elle aurait même pu tuer certaines ambiances. Donc ça s'est pas vraiment opposé, et puis. Quand j'ai commencé l'album, j'ai trouvé au fur et à mesure dans mon travail d'illustrateur un moyen de colorer avec cette technique. Et quand j'ai commencé l'album, je ne savais même pas comment je pourrais faire de la couleur sur ce noir et blanc parce qu'il était déjà très, très fort. Alors la couleur, on la retrouve, Fred le disait, on la retrouve en première de couvre, on la retrouve en quatrième de couvre, et puis on la retrouve aussi ici avec du rouge, et puis on la retrouve à la fin aussi, avec ce bleu nuit en fait. Il y a un peu comme une continuité. Déjà en termes de couleur et de mise en scène, on sait déjà, tu parlais de peu de dialogue, on sait déjà de quoi il retourne. On sait qu'on va être dans une ville un peu imaginaire ou imaginée, palmiers, États-Unis, de préférence balnéaire, et puis ensuite les ados, et puis ça aussi c'était voulu de mettre au parfum très vite. C'était un peu un défi aussi parce qu'il ne faut pas spoiler l'album sur la couverture, donc il faut donner un peu envie de lire sans qu'on révèle tous les effets avant que le lecteur s'empare du récit. Et ce qui était chouette avec Cornelius, c'est que vu que c'est un petit éditeur, contrairement à des gros éditeurs, j'étais directement en lien avec le graphiste. Et du coup, on a travaillé l'album pour faire vraiment un objet qui nous plaisait tous les deux. Moi, j'ai un peu adapté les couleurs qu'il y a en couverture, c'est pas des couleurs que j'utilise habituellement. Par exemple, le jaune, c'est une couleur que je ne maîtrise pas du tout. On a trouvé un moyen on rend hommage un peu au cinéma d'horreur italien sur la couverture. Le giallo. Le giallo de Mario Argento, qui est un sous-genre pareil du cinéma d'horreur italien. Oui. Et la plastique des posters de ces films-là collait très très bien avec les livres de Cornelius. Du coup, on a fait une espèce d'aller-retour, on s'est envoyé des images de posters qu'on aimait bien. Moi, j'ai un peu adapté les couleurs en fonction, et c'était assez chouette à faire. Vraiment, et justement, parce que Fred, tu as le dos, tu es dans la collection Solange des éditions Cornelius qui accueille des grands noms de la bande dessinée américaine et underground comme je disais, comme Crumb, et puis il y en a un autre dont le nom m'échappe à
Voilà, close évidemment. Et tu te retrouves avec ces grands noms, ça te fait quoi? Alors déjà, en plus, t'as gagné, maintenant tu vas te dire, oh, bah, c'est bon, je suis fauve polar, je peux être avec eux. Dans une autre stature. Est-ce que, oui, t'as été un peu surpris de te retrouver dans cette collection chez Cornelius? J'étais très très ému quand Jean-Louis, l'éditeur, m'a dit que le livre, le format allait être dans la même collection que Burks, Close. Charles Burns aussi. Oui, d'ailleurs, la même année, il y avait son Dédale qui est sorti de chez Cornelius, c'est son nouveau projet. C'était très émouvant et en même temps, c'est aussi en partie pourquoi on l'a fait avec Cornelius, c'est que moi, toutes mes influences bande dessinée, en fait, une grosse partie en tout cas, sont chez lui, que ce soit Compagnie Close, je pense aussi en France à Ludovic de Berne, qui a des grosses influences pour moi. Et me retrouver dans ce catalogue-là, c'était cohérent et en même temps, bon, c'était très prestigieux du coup, parce que pour moi, c'est des modèles, c'était un peu des icônes. Et du coup, maintenant, j'en suis un peu revenu parce que avec la promotion de l'album, on perd un peu de vue, mais quand Jean-Louis m'a dit que oui, ça allait se faire chez Solange, et envoyé les premières maquettes de l'album, j'avais un petit... D'accord. C'est aussi juste, Cornelius, c'est également l'éditeur de Shigeru Mizuki, voilà. Donc, pas fait exprès, mais... Alors pas la même collection, mais oui, c'est un éditeur qui est assez prestigieux, qui fait énormément de traductions d'œuvres, soit japonaises, du fond manga japonais historique, et américain aussi, du coup, avec tout l'indépendant américain. Ils ont un beau stand tous les ans à Bel Espace sur Venez. le beau monde, c'est vraiment beau. En tout cas, ils ne se sont pas trompés puisque tu es lauréat, ou qui venait d'arriver, on était avec le lauréat du Fauve Polar SNCF 2022, Antoine Maillard. Antoine, on parlait des personnages, hein, ce sont des ados. Il y a aussi 3 autres personnages qui sont mis en scène au fur et à mesure de cette histoire. C'est le couteau de cuisine, c'est le flingue et c'est la batte de baseball. Hein. Donc là aussi, c'est des personnages à part entière. Hein. Oui, il y a une forme de... dans le livre, j'essaie de convoquer des motifs un peu fabriqués des gens et il y a beaucoup, il y a le couteau de cuisine. Et comme dans tous les... je reprends un code qui est très connu des films d'horreur, si vous avez vu le Psychose d'Hitchcock, il y a un sous-texte un peu, métaphorique à travers ces objets contondants. C'est vrai qu'on les appelle. Il y a un des personnages qui du coup a un espèce de fétichisme pour les couteaux et qui en même temps est en train de... Il y a une espèce de relation un peu naissante avec une amie à lui, donc le couteau a une forme symbolique un peu sexuelle à travers le couteau, mais je n'en dis pas plus parce qu'après c'est dans le livre. Mais ces objets-là, à chaque fois, ont une forme de présence. Puis ce qu'on disait aussi hier, moi j'ai une arme à feu dans l'histoire, et j'ai essayé de la mettre en scène d'une certaine manière où c'est vraiment un objet qui a un poids dans l'histoire, parce que souvent dans les films américains, on voit des flingues partout, et c'est comme des paquets de cigarettes, quoi. Tout le monde a un flingue sur lui et se tire d'un sur l'autre. Là, je voulais vraiment qu'il y ait une dramaturgie, une lourdeur, parce qu'en fait, un pistolet, quand j'étais aux États-Unis, les gens ont vraiment des armes sur eux. Et quand vous êtes là-bas, ça fait vraiment une sorte d'inquiétude quand vous êtes tard le soir, où vous dites je peux tomber sur une mauvaise personne qui va dégainer. qui peut me tirer dessus. Tu parlais des États-Unis, Antoine, tu parlais de ton travail d'illustrateur pour la presse. Là, on est dans 2 temporalités différentes. Tu nous as dit que cet album il était en gestation depuis plusieurs années. Et quand on travaille pour la presse, et il faut réagir très vite, c'était là aussi un moyen de varier les plaisirs. Alors, varier les plaisirs, c'est un mot un peu... c'est un sacré boulot. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai dû arrêter de faire de l'illustration pendant 6 mois pour finir l'album, parce que c'était pas possible de gérer les 2 en même temps. Et c'est vrai, c'est 2 temporalités différentes. La presse en général, c'est 3 jours maximum pour rendre l'image. Un album, en fait, c'est une économie, c'est comme comparer du sprint avec un marathon. C'est une bonne image. Pour dessiner, c'est un marathon. En fait, on peut un matin ne pas avoir l'énergie de faire une planche, il va falloir rattraper le retard après. 2 jours plus tard, il va falloir faire 2 fois plus de travail. Moi, ma technique était très 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 laborieuse. C'est pas du tout une technique qui est. Pourquoi ? Parce que tu expérimentais, comme tu disais. Non, en fait, le crayon papier, déjà, c'est très salissant. On met beaucoup de temps à finir une page, parce qu'il faut monter les grilles, les noirs, les noirs profonds. Et ensuite, il y a tout le travail de numérisation, et le crayon papier, je pense que vous avez tous fait l'expérience, c'est légèrement argenté en fait, donc quand vous le numérisez, la lumière du scanner vient faire des reflets, c'est un peu l'enfer. Par exemple, on a eu beaucoup de problèmes avec la reprographie, on a dû faire plusieurs tests pour avoir le bon velouté sur le papier,
c'est pas une technique très BD friendly, j'ai envie de dire. Oui, le prochain sera peut-être pas écrit en papier. C'est peut-être pour ça qu'on ne verrait pas trop d'albums faits avec des. Enfin, juste ça après, je veux dire, c'est peut-être pour ça qu'il y a très peu d'albums faits au cran de papier. Ah oui, C'est oui. peut-être On a eu Anthony Pastor également, lui, il a fait son premier album au crayon bille. Bien sûr, oui. Incroyable. Donc il changeait de technique à chaque fois. Fred, Il en a utilisé plusieurs. je voudrais qu'on Oui, revienne avec Fred. toi et avec Antoine sur les fanzines, sur le début, sur toute la genèse de tout ça. Oui, Ça t'a marqué. Antoine, tu disais qu'il y a un nouveau, mais que tu avais peut-être commencé une première version de l'album. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je travaillais vraiment à la base vraiment dans un milieu très alternatif. Et du coup, ce projet-là, c'était un projet que je faisais en tant qu'étudiant. Et je l'auto-éditais en fait sous forme de fanzine. Donc, les fanzines, c'est des petits livres. Qu'on dise ce que c'est maintenant que. Avec l'internet, le numérique, tout le monde oublie ce que c'est qu'un fanzine. Est-ce Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un fanzine? Qui sait? Oui, allez, décryptage, Antoine. Ah, bien qui sait. Monsieur, dites-nous tout. Oui, c'est un petit journal fait par des étudiants ou autre. Petit journal fait par des étudiants. Ouais, ou tout bêtement des fans, parce que moi j'ai commencé à écrire des chroniques de BD dans un fanzine qui existe toujours, qui s'appelle Rocardine, de Clermont-Ferrand, tiré à 200 exemplaires. Ça fait 30 ans qu'ils sont là, et effectivement, c'est. Vous-même, vous avez lu des fanzines, monsieur? Oui. Ouais. Il y a le spin-off, si vous voulez aller voir des fanzines à côté des plus jeunes talents d'ailleurs. Ah bah voilà. C'est du fanzine. On va demander à Juliette de vous donner un petit cadeau, monsieur. Juliette, on a un fan de fanzine. Pardon, je t'ai coupé avec du un fan coup, de moi je pense que je me servais du fanzine pour prépublier. Enfin, c'était en fait, je faisais ma propre revue de bande dessinée. Oui, Très modestement. c'est souvent ça, on se Du coup, chaque année, c'était un peu justement au était un peu la deadline, c'était un peu le moment où on venait en tant qu'étudiant vendre nos fanzines sur des stands, soit au Nouveau Monde, soit du coup au Festival Off d'Angoulême. Du coup, moi, le feuilleton est né comme ça. Et puis au fur et à mesure, il a été repéré par des gens un peu plus sérieux. Et le récit a commencé à être prépublié par les Requins Marteau dans une revue qui existe depuis maintenant. Francky. C'était une revue, une anthologie de bande dessinée. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué le récit. Et du coup, c'est vraiment un récit qui est né dans l'alternative, dans l'underground. C'est ce que j'ai essayé de dire un peu maladroitement hier, pour la d'ailleurs. En fait, il était commencé, mais tu n'avais pas l'idée de la fin peut-être à ce moment-là. C'était un feuilleton, c'était vraiment un feuilleton. Et en fait, à un moment donné, je suis arrivé, j'avais à peu près la moitié du livre. Et l'idée, moi je commençais un peu à m'épuiser sur ce projet-là. Je sentais que j'arrivais un peu à. Je mangeais mon frein, quoi. Il fallait que je le finisse. Et c'est là où l'envie d'en faire un livre est venue. Mais du coup, il y a eu un gros travail de refonte parce que le feuilleton, il s'est étalé sur plusieurs années. Et en quelques années, le dessin il bouge beaucoup. Par exemple, tout le début de l'album ne ressemble plus du tout à ce qu'il était en forme fanzine. Donc les heureux acheteurs ont des versions collector du récit. Si vous l'avez chez vous, vous le comparez. Et puis tu nous disais aussi que en fait, tu été obligé d'élaguer au bon sens du terme. Hein. Oui, il y a eu un gros travail de refonte. Et quand j'ai dû écrire, du coup, à la moitié de l'album, j'ai écrit toute l'histoire. J'ai vraiment fait l'album, je l'ai fini. Mais comme je pense que tous les auteurs ont ce processus-là, vous écrivez d'un premier jet, et en fait il est souvent trop dense, quoi. Il faut couper dedans. Et c'est ce qu'on se disait hier. Le récit plus nerveux en fait, c'est ça. Plus nerveux, et puis moi du coup dans la première version il y avait une espèce d'intrigue un peu policière. J'avais intégré une enquête autour du tueur qui lançait dans le récit. Et ça rajoutait quasiment presque 100 pages au récit. Et c'est quelque chose que j'ai enlevé du storyboard parce que du coup il y avait presque deux récits en un. Il y avait ce récit un peu teen movie, où on suit les adolescents. Ce récit d'enquête, et moi ce qui m'intéressait le plus en fait c'était les adolescents, donc j'ai pris le parti de ne pas faire un récit d'enquête. Il y a une ambiance de polar, une ambiance thriller, quand on est vraiment dans un récit initiatique. Mieux comme ça, mais tu n'avais pas, je pense, Cornelis ne t'a pas dit fais pas 500 pages. Non, puis c'était un travail que j'ai fait avant de le proposer à Cornelius en fait. Cornelius, ils ont vraiment eu une version qui était déjà quasiment finie. Je suis arrivé à Cornelius avec quasiment le livre clé en main, il n'y avait plus qu'à finir la seconde moitié de l'album et on était bon pour l'impression. Tu nous disais tout à l'heure que c'est pas mal de toi qui est aussi dans cette histoire. On voit les États-Unis, on voit, je disais, cité balnéaire. Alors il y a quelques petits éléments récurrents qui font penser aux États-Unis. Là-bas, ils n'enterrent pas les fils électriques, donc on a plein de poteaux électriques. On se demande si on n'est pas au siècle dernier. Il y a un peu de toi aussi, même beaucoup de toi par rapport à des réminiscences de l'adolescence, des souvenirs.
quand on écrit, quand on art, on parle de soi, évidemment. Je pense comme tous les auteurs, moi mes personnages, je les ai conçus un peu, c'est un peu des amalgames des gens que j'ai rencontrés quand j'étais adolescent, des amis avec qui je traînais, et les conversations, c'est un peu un mélange en fait des adolescents qu'on voyait dans les films de fiction et aussi de nous, notre propre adolescence de cette époque-là. Enfin, j'ai un peu convoqué tous ces souvenirs-là adolescent, j'étais beaucoup marqué par le fait que c'est un âge interstitiel entre l'enfance et l'adulte et on a un imaginaire qui est encore très proche de celui de l'enfance qu'on projette dans le quotidien. Enfin, souvent, on essaie de comprendre le réel à travers les archétypes de fiction qu'on connaissait. Et j'essaie un peu de retranscrire ça dans la BD. Du coup, il y a plein de personnages qui ont des espèces de rêves éveillés. On ne sait pas trop s'ils sont en train d'halluciner ou s'ils voient vraiment des choses. Notamment le tueur, en fait, le tueur dans son incarnation, on ne sait jamais s'il est vraiment là. C'est vrai, il y a toujours du mystère qui plane tout au long des pages. Voilà. C'est une Amérique rêvée, fantasmée, et puis back to reality, en fait. Hein, on revient à la réalité. Oui, puis ce qu'on disait hier, moi j'avais très très peur de faire un récit un peu cliché sur l'Amérique. Il y a beaucoup de Français qui ont voulu parler de l'Amérique et il ne faut pas tomber dans ce que j'appelle un peu l'Americana, c'est-à-dire une Amérique un peu carton-pâte. Du coup, moi dès le départ, j'ai pris parti de faire. C'est inspiré de l'Amérique, mais c'est pas vraiment l'Amérique, c'est un peu une ville fictive où il y a aussi de l'inspiration européenne. On parlait hier, il y a des voitures françaises, il y a même l'architecture. J'ai mélangé des bouts d'architecture californienne avec des banlieues plus anonymes, plus françaises. Et même dans le phrasé, en fait, le phrasé des adolescents est typiquement français. En fait, les adolescents américains ne parlent pas du tout comme ça. J'ai un peu brouillé les pistes. Il y a une scène où le groupe d'adolescents va acheter de l'alcool et ils essayent de frauder en ayant un faux permis de conduire. Alors ça, c'est un truc typiquement américain. En France, personne ne fait ça. Personne ne boit. Personne ne boit. Le traitement des visages, Antoine, comment tu l'as imaginé Alors les visages, c'est très 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 intuitif. Je ne l'ai pas rationalisé, c'est-à-dire que si je le fais vraiment sur le moment, j'essaie de garder ça très très simple, j'essaie d'avoir des traits très très simples, d'éviter de mettre trop de détails. Et par moment, comme la page d'avant, pour marquer peut-être un moment un peu dramatique ou une tension, je vais rajouter quelques effets de lumière ou une mise en scène lumineuse. Je ne sais pas si c'est un terme très, très joli, pour marquer le côté dramatique de la scène ou la tension qui règne. Mais j'aime bien, un peu comme Mizuki, modestement encore une fois, Mizuki, souvent il alterne entre des personnages très simples et des décors très chargés. Moi j'ai voulu faire un peu la même chose pour que les personnages soient assez visibles dans les cases, faire des personnages qui sont quand même assez simples. Et ça c'est très inspiré du manga, du coup, des expressions très simples mais en même temps très efficaces. Donc il n'y a pas beaucoup de détails dans les visages, mais ça renforce ce côté aussi un peu. Les personnages sont un peu apathiques, du coup ça leur donne aussi un espèce de côté un peu pas livide, mais ça renforce le côté un peu d'errance qu'ils sont censés avoir dans le récit. Le tueur, à la base, d'ailleurs, à un moment, n'a même pas de visage. Il a sa casquette et puis... Ça c'était volontaire pour bien sûr. C'est un peu les codes du slasher justement où le meurtrier n'est jamais vraiment humanisé en fait, soit dans Halloween de John Carpenter. Oui, tout à fait. Chaque fois, c'est des espèces. Il y a vraiment ambiance Halloween aussi, au tout début avec la petite ville de banlieue. Il y a quelque chose qu'on t'a pas demandé. Faire partie de cette sélection Fauve Polar SNCF, recevoir le Fauve Polar SNCF, c'est déjà une récompense. Tu as des billets de train aussi, SNCF t'offre des billets de train, ce qui est pas mal parce que, évidemment, ça permet de voyager à l'œil, hein, on est comme ça chez SNCF. Qu'est-ce que je voulais dire? Le train, les halls de gare, les salles d'attente, les quais parfois un peu sombres et tout cet imaginaire autour de l'intrigue policière en lien avec l'univers du train, ça te parle évidemment. Tu t'es Angoulême, ensuite Strasbourg et puis Toulouse, on bouge. Quelque chose à nous dire par rapport au train? Par rapport au train, oui, c'est un train en fer. Trop bien. Un Ricard pour vous. Enfin, pardon, excusez-moi. J'écris souvent dans le train. C'est souvent un lieu privilégié. On est un peu coupé. C'est un peu un moment. C'est un peu un bon moment où on pourrait rien faire d'autre que lire ou écrire. C'est souvent un moment un peu privilégié où des fois je trouve des idées de récits
Mais à part ça, j'ai pas de rapport particulier. Mais c'est intéressant ce que tu dis, creusons, c'est-à-dire que, on discutait, je crois que c'était avec Antoine Maillard ou avec Jules qui nous disait, quand je suis dans le train, parfois je regarde le paysage défiler et c'est là que les idées viennent. Dominique Bertin. C'est Dominique Bertin. Ouais. Bah oui, enfin, je pense que maintenant on est dans un moment assez surconnecté et le train c'est un des rares endroits où moi je sais quand je suis dans le train souvent il n'y a pas de 4G, pas de Wi-Fi marche mais... Il y a le Wi-Fi Connect. Hein, Le Wi-Fi Connect, oui, il va petit à Attention à ce petit. que tu dis. Je veux dire, mais c'est pas comme Oui, on est bien d'accord. avec Mais on est un peu dans une bulle là quelque on est part. dans une bulle, ouais, d'une certaine manière, et du coup c'est un moment privilégié, moi je trouve qu'on peut se concentrer. Tant qu'on n'a pas le mal des transports, on peut se... Parce que j'ai plein d'amis qui n'arrivent pas à lire dans le train parce que ça les rend malades. Ça, c'est une autre histoire. Mais alors, cette histoire de bulle, le train qui t'inspire aussi, c'est aussi tu parlais du travail que vous avez fait avec celui qui a mis en scène le coloriste et tout, c'est quand même un travail solitaire. Donc, oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est un travail un peu de fauve, mais dans le sens. sans termite un peu. Termite, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que le train, c'est un peu le même rapport. C'est vrai qu'on est sur son siège. Enfin, je ne pourrais pas dire plus d'allégorie sur le train parce que je le prends, mais je n'ai pas de rapport particulier à ça. Et c'est vrai que faire de la bande dessinée, c'est un travail très solitaire. Et c'est aussi pour ça que là, après le Covid, on est encore dans le Covid, mais le fait qu'il y ait des festivals, des dédicaces, des événements, c'est important aussi pour nous, pour que notre travail prenne sens. Parce que moi, quand j'ai sorti le bouquin, c'était pendant le confinement. C'était très étrange, moi je restais chez moi, donc je donnais des interviews par écran interposé, mais j'avais pas le ressenti des lecteurs, je savais pas du tout comment le bouquin était accueilli réellement. En fait, pour moi c'était que du virtuel. Enfin, je voyais juste des commentaires sur internet, des articles de presse, et c'est important d'avoir le contact avec les gens sur des les gens salons. sont là, le public est là, des applaudissements fournis, s'il vous plaît, pour Antoine Maillard. Voilà. Antoine, il y aura évidemment un avant et un après le Fauve Polar SNCF. Je sais que tu es quelqu'un de perfectionniste, ça donne confiance en soi, évidemment, pour aller de l'avant. Je pense que c'est toujours important, surtout quand on fait un premier livre pour des jeunes auteurs, c'est un peu une gageure, et puis ça peut aussi nous permettre d'un peu souffler d'une certaine manière, parce qu'on a fait nos preuves dans quelque chose qui est très prescriptif d'un point de vue dans le milieu. Je pense aussi à ma collègue Léa Muraviel, qui a aussi fait son premier album qui a été primé, et ça nous donne aussi un peu de respiration pour le suivant. On se dit qu'on ne va pas être obligé forcément de trop courir pour faire le suivant. On va avoir des gens qui vont nous attendre, donc c'est toujours agréable aussi. On respire un peu plus. Ça donne un peu le temps, hein. C'est après le marathon, après le sprint, voilà. Le sprint, la réalisation. Voilà. Exactement. On va vous poser des questions, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des cadeaux à gagner avec l'ami Fred. On a deux questions un peu costauds, hein, si vous avez écouté, et puis Juliette est là. Et qu'est-ce qu'on vous offre? On vous offre l'œuvre d'Antoine. Il va dédicacer, il le fait avec beaucoup d'attention et il le fera en coulisses, en votre présence. Donc là, il y a deux questions que Fredo va vous poser. Je vais peut-être vous poser une première question, elle est simple. Juliette, il y a peut-être des petits cadeaux. On va voir si vous avez besoin du questionnaire choix multiple ou si on peut faire sans QCM. Antoine, tu disais tout à l'heure que tu mixais un peu un imaginaire des États-Unis avec quelques éléments qui sont typiquement français. Et il y a une voiture à l'intérieur de l'album qui est mise en avant, une voiture française, pas toute jeune. Est-ce que quelqu'un a une idée de la voiture? La marque peut-être. Ah non, tu sais ce qu'on va dire? Elle fête ses 50 ans cette année. Les 50 ans de ce véhicule. Vous voulez? La Renault 5, oui madame? Oui, la Renault 5, oui. Bon, félicitations, on fait connaissance. Bravo. Juliette, donne le micro madame. Quel est votre prénom? Karine. Ah, le micro n'est pas branché. Christophe? Oui, le rouge. Ça y est, il est branché. Karine. Karine, vous venez d'où? Lille. Lille. Et vous êtes venu pour la bande dessinée. Exactement. Et vous êtes venu en train. Autre. Très bien. 80 fois moins d'émissions en voiture. Très bonne idée. Félicitations à vous, effectivement. Derrière ça. Frédéric, vas-y pour les questions costauds. Bon, elle était pas si facile ta question d'ailleurs, ça. Certes. J'en ai une aussi qui implique d'avoir lu l'album éventuellement, donc elle n'est pas facile, mais après on vous donnera 3 réponses si spontanément vous ne trouvez pas.
Laurie était un personnage de l'album, est fille de professeur dans l'album du lycée où les jeunes filles du lycée que les jeunes filles fréquentaient. Alors de quelle matière est-elle professeur? Voilà, madame, Ah, d'emblée. Alors là, oui. on fait connaissance d'abord. Quel est votre prénom? Flore. Flore. Flore, vous êtes sûr de vous? Oui. Allez, on vous fait douter un peu. Dites-nous. C'est le professeur de mathématiques. Ah, Alors, C'est Antoine? bravo. Oui, très bien. Et vous, quelle est votre profession? Dites-nous. Je suis statisticienne. Eh ben, voilà, très bien. Félicitations. Vous avez gagné, on peut l'applaudir très très fort. Vous avez gagné la BD. Et puis derrière, après, on vous offrira à boire et tout. Et puis surtout la dédicace de. Vous n'avez pas envie de vous désaltérer, voilà. En tout cas, vous allez pouvoir papoter avec Antoine. Bravo à vous. Une autre pour l'autre album? Ah, bah oui, quand même. D'accord. Alors. Bah là, c'était par rapport à là, on a évoqué les noms des auteurs qui étaient dans la fameuse collection Solange. Donc, je vais vous donner 3 noms cette fois-ci. Un seul est dans la collection Solange. Donc, S1, Robert Crumb. 2, Gilbert Shelton. 3, Art Spiegelman. Vous levez la main. Qui a une idée? Bon, bah, vas-y. Alors, Non, en même fallait, temps, fallait écouter. en même temps, il y a 3 propositions. Hein. 1, 2 ou 3. Allez, qui veut se lancer là? Qui a envie de repartir avec cette BD dédicacée? Soyez pas timide. Allez, Je vais tenter la 3. la 3. Monsieur, Il va faire un- jeune homme, tu nous dirais quoi? Un. La 1, voilà. Et puis monsieur là-bas? Comme ça, il y a qu'à La dire. 2, voilà. Alors 3, 2, 1. Antoine? Donne la réponse. C'est- alors, c'est- bah. C'est la 1, c'est Robert Crumb. C'est la 1 qui nous a dit 1. C'est jeune homme. C'est toi qui nous a dit 1? Tu Eh ben sais voilà. que c'est le roi du pifomètre, hein, parce que tout à l'heure il a Non, gagné, non. il a gagné Tout à l'heure, T'as gagné, t'as dit la 2 tout à l'heure. Attends, laisse-le parler. J'avais regardé une personne, en fait, elle connaissait la réponse et j'ai vu sa réaction à la 2. Ah, Ah, mais donc, c'est qu'il est malin en plus. Hein. un fin enquêteur. Voilà, exactement. Un fan. Bravo. Donc félicitations, on peut t'applaudir. Et tu vas te retrouver en coulisses avec Antoine. Voilà, Antoine, longue vie à ta carrière, à ta passion. On est très heureux de t'avoir accueilli ici. Vous pouvez l'applaudir très très fort, c'est notre lauréat. Il faut pour la SNCF 2022, il va aller en coulisses. Les rendez-vous qu'on vous fixe, c'est tout à l'heure avec Fred. Encore un quiz polar, encore des cadeaux. Ce sera, ouais, bah oui, on a mis ça, sur le coup des 14h. Et puis 14h45, 16h, les airs polars, les intrigues policières, les séries, génériques.